La nature ne sait faire qu'une seule chose en permanence, c'est partager l'information. Et de ce partage, créer toujours plus d'informations. Donc, on voit bien que quand on parle de développement économique, il faut avoir le courage d'observer qu'on nous présente des problèmes et des questions, mais ces questions ne sont pas forcément les bonnes questions. Nous n'avons pas forcément la bonne grille de lecture de la réalité sur laquelle on nous demande de questionner. Je ne viens pas venir sur la question de l'identité, de la net, de la société guyanaise, etc. Je prends un exemple basique. L'orpaillage clandestin. On estime qu'il y aura entre 10 000 et 30 000 orpailleurs clandestins actuellement en Guyane. Monsieur Pelletier, c'est ça va rapporter. Ça veut dire, au port-là, si on ramène ça à la situation en France, il y aurait, c'est comme s'il y avait en France 2 à 7 millions de personnes armées, organisant des trafics d'armes, de prostitution, dans les Vosges, les Pyrénées et le Massif central. Pourquoi ça ne se produit pas dans les Vosges, les Pyrénées et le Massif central? Parce que, attention, ça s'est produit dans les Vosges, les Pyrénées et le Massif central. À l'époque de l'occupation romaine, par exemple, occupation romaine des terres franches, arrivée des peuples dits barbares, sacré-cité, de zones agricoles, etc. Mais nous étions au Moyen-Âge. Oui, la France a connu des ordres clandestins, des personnes venant piller, voler, etc. L'occupation légale, productive et cohérente du territoire permet à ce territoire d'éviter de subir les difficultés d'invasion non désirée, d'activités souterraines, d'activités clandestines. Si nous arrivons, en tant qu'opérateurs économiques, en tant que décideurs politiques, en tant que société civile, association jeune, à accepter qu'il y ait autant d'activités dites criminelles, dangereuses, à quelques dizaines de kilomètres de nos écoles et de nos ateliers, la question, ce n'est pas au clandestin ou alors ailleurs avec son fusil qu'il faut la poser. C'est à nous-mêmes. Quand le Suriname décide de modifier le prix du visa et que vous avez des centaines de personnes qui vont manifester, j'ai travaillé beaucoup avec le Suriname, c'est partie de mon activité. Mais comment on peut parler de prise de responsabilité collective lorsque des patients sont sabrés aux urgences de l'hôpital à 180 mètres d'une base militaire, hôpital financé par l'argent public, par les impôts, c'est comme faire un clandestin, on n'est pas à Bagdad dans un camp de réfugiés. Et que d'ailleurs, l'agression cesse non pas parce qu'il y a l'intervention de force de l'ordre, mais parce qu'il y a l'intervention d'un autre civil qui prend un fusil dans son corps. Et que jusqu'à aujourd'hui, non, on ne manifeste pas. Mais on trouve la force remarquable d'aller demander que le Suriname continue à nous assurer d'aller faire une course. Parce que malheureusement, on ne sait pas produire quelque chose. L'Angleterre ne produit rien. Je ne vous apprends rien. C'est un peuple qui a fait l'objet de toutes les littératures. C'est un des pays les plus remarquables au monde. C'est l'un des rares pays au monde où, alors quelqu'un avait été, on avait remarqué que c'était le pire port du monde, je crois. C'est un des rares pays au monde où vous
vous avez une balance commerciale qui est effectivement désavantageuse, puisqu'on n'importe quasiment tout, on n'exporte quasiment rien, mais en plus, le grand drame de ce qui est le fleuron d'industrie guyanaise, si on peut l'appeler comme ça, le spatial. Est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà acheté une fusée? Non, quoi? Quelqu'un a dit un mot très intéressant. Du quoi? On va y venir. À Manaus, il y a une zone franche. Cette zone franche accueille des fleurons de l'industrie mondiale. L'un des plus gros contrats, le plus gros contrat de l'histoire de l'industrie navale italienne a été signé à Manaus. Eh bien, à Manaus, les habitants peuvent profiter et jouir de la présence de ces fleurons. Il y a beaucoup d'éléments auxquels on peut avoir accès parce qu'il y a des fleurons qui produisent des choses qui nous concernent. Si tant est qu'ils ne produisent pas des choses qu'on puisse acheter, a priori, ils sont censés générer de l'activité, du travail, ce qu'on appelle en économie des externalités positives. Si vous avez Michelin à Clermont-Ferrand, qui connaît Clermont-Ferrand? Ouais, Clermont-Ferrand et Michelin, voilà. Sylvie Clermont-Ferrand, Michelin. Voilà. On sent quand même le lien de dynamique commune entre l'industriel et la ville qui l'accueille. Tout est toujours possible. Nous allons donc aborder les questions qui se posent. La Guyane, l'économie de la Guyane. Récemment, je discutais avec un ancien qui me disait non, quelqu'un, faut que tu arrêtes avec les histoires de l'économie de la Guyane, les problèmes de l'économie de la Guyane. Pour qu'il y ait des problèmes économiques en Guyane, il faut qu'il y ait une économie. Cette personne m'a vraiment éclairé pour cette intervention ce soir. L'économie guyanaise est artificielle. Une économie, et dans la conception moderne, l'économie de marché, c'est le fait de marcher quelque part, de rencontrer quelqu'un qui vous offre quelque chose, vous demandez quelque chose. En Guyane, l'offre est importée. Et quand elle ne l'est pas, soit c'est une offre indirectement importée, puisque vous avez des produits fabriqués localement, mais qui ne sont que des imitations de franchises, de produits extérieurs à la Guyane. Ensuite, face à cette offre importée, vous avez une demande qui elle-même n'a pas de réalité. Qui peut acheter les produits extrêmement chers que Dieu merci nous avons dans nos supermarchés qui nous permettent de rester dans les standards de l'humanité civilisée? Eh bien, nous avons pour ce faire des surrémunérations, jusqu'à 20% pour les cadres et les fonctionnaires. Nous avons pour les entreprises des subventions de multiples aides. Nous avons pour les foyers, les familles, des allocations. La Guyane est particulière aussi à ce titre. C'est le seul territoire de la République où plus de la moitié de la population n'a pour seul revenu que les allocations. C'est presque une réussite communiste. Une offre importée pour une demande qui n'existe pas. C'est typiquement, très simplement, l'artifice d'une économie dite de comptoir. Alors, il y a beaucoup d'économistes qui se sont réunis en 2014 à l'AFD pour parler des Outre-mer, etc. Et comprendre comment ces choses peuvent exister et comment les aider et les sortir de leur handicap. Ils ont identifié une chose dont on parle très peu. On
parle souvent d'économie artificielle, mais pourtant, on parle aussi souvent de notre économie enclavée. Problème d'accès routier, accès fluvial, accès aérien, accès à l'information, accès au numérique, etc. Nous sommes une île, nous sommes une bulle. L'autre point frappant de cette économie artificielle, de cette bulle, c'est qu'elle est l'une des plus inégalitaires qui soit. On se l'a dit tout à l'heure, société, culture et économie sont liées. Là, vous avez des hommes, vous avez société. Ces hommes produisent de la culture pour vivre. Vivre leur esprit, leur éducation, leur savoir-être, etc. Et l'économie leur permet de se nourrir, d'interagir avec les éléments d'environnement, les éléments corporels, la plupart du temps. L'économie, c'était avant tout du travail. En Guyane, l'inégalité est très identifiée, ou plutôt la source des inégalités. Ce sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse guyanaise. L'oligopole, elle fait l'objet d'un texte de loi. La République a reconnu officiellement que la Guyane est victime de l'oligopole et qu'il faut pour cela ajuster, garantir des prix pour que la plupart des gens supportent le fait qu'il y ait quelques acteurs qui tirent les prix vers le haut. C'est assez remarquable. Pour un pays membre de l'Union européenne, qui est censé être un marché libéral de concurrence libre. La bulle. Deuxième cavalier de l'Apocalypse, le capitalisme familial. Ça n'a rien de méchant hein, de faire des accords en société. C'est pas moi qui dis, hein. J'y adhère en partie. C'est la conférence des économistes français sur les économies des Outre-mer. AFD, juillet 2014, qui est disponible sur le site. Le capitalisme familial, souvent, c'est pas que les gens se mettent en famille pour faire des affaires. C'est que souvent, le capitalisme familial aboutit à ce qu'il n'y ait pas de réinvestissement. Le capitalisme familial a tendance à consommer directement pour lui-même ce qu'il produit. Et donc, du coup, il a tendance, d'ailleurs, à fixer les prix en fonction de ses besoins, pas de ceux des clients. Troisième cavalier de l'Apocalypse, les transferts publics qui offrent un système de surrémunération qui nous conforte dans la dépendance. Parce qu'après tout, si on me compense le fait d'acheter un yaourt ou des cornflakes, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Guyane, comme la plupart des enfants de la planète Terre, ils sont plus méfiants à l'égard du manque qu'à l'égard du poids de cornflakes. Eh bien, on va nous donner de l'argent pour le faire. En Guadeloupe, 200 € de plus, pas pour le développement économique, mais pour le développement de la consommation. 200 € de plus pour aller acheter plus dans le carrefour. Appartement à l'oligopole. Et puis enfin, le 4e cavalier est l'excessive importance des investissements extérieurs spéculatifs. La défiscalisation, c'est très mignon, très beau. Moi, je fais souvent sur la Côte d'Azur, pour des raisons professionnelles. J'y allais à l'époque pour accompagner un Guyanais. Eh bien, voyez-vous, on a plein de retrouver la Côte d'Azur. On fait de belles affaires grâce à notre situation. Et puis, on a de belles entreprises qui ont fait aussi de belles affaires grâce à notre détresse. Eh bien, le problème de ce type d'investissement en économie, c'est qu'ils ne permettent pas d'une économie durable. Ils sont consommés immédiatement et surtout, la plus-value de ces investissements ne reste pas sur place. Et en prime, vous avez une génération qui vit dans des logements sociaux, certes climatisés avec un LSA, c'est vrai, sans activité de partage, politique, etc. Et puis on s'étonnera que, à défaut d'avoir une vie sociale, ils finissent par avoir une vie violente.
Cet état de fait n'est pas nouveau, n'est pas délirant. En 1982, un géographe de Lordstown, s'appelle M. Gandon. C'est pas mal parce que ce qu'il a écrit est presque une parole de Gandon. Il a décrit dans une note stratégique le problème de la Guyane en ce qui concerne le développement économique et création d'emplois. Il expose qu'il y a en Guyane 3 secteurs. Un secteur moderne, comme la base spatiale. Ce secteur moderne dépend, pour ses capitaux, pour ses débouchés et pour sa main-d'œuvre, de la métropole. Vous avez peut-être un secteur traditionnel, qui est un secteur traditionnel qui préexiste, modalité, activités agricoles, les ventes de proximité, etc. Les ventes sur les marchés, comme sur le marché de Roura, le marché du Sal. Et puis vous avez un secteur informel ou intermédiaire, cette masse qui est liée en fait à l'absence d'activité formelle, aux règles claires. Le côté Far West, c'est le secteur Far West. Gandon notait déjà qu'à l'époque, on a créé 10 000 emplois en Guyane sur une période de 10 ans, et que malgré la création de ces 10 000 emplois, on a produit 4 700 chômeurs de plus sur les mêmes segments de métiers. Ça veut dire que les gens qui sont sortis des écoles guyanaises n'ont pas été recrutés pour nourrir ces 10 000 nouveaux emplois. Il n'y a pas de secret, je sais où ils sont allés. Rapport de l'INED 2012, la moitié des jeunes guyanais s'en vont après le bac. Plus ils sont diplômés, moins ils reviennent. Ils ont une base spatiale. Premier port spatial va être ici, à côté de là où ils sont nés, ils ont été formés au lycée, collège. Ils partent se former éventuellement à Toulouse ou à New York. Ils ne reviennent pas travailler dans cette base. Quelque chose de vraiment étrange. Et ça ne s'appelle pas le CSF, c'est le CSG. Ce n'est pas le centre spatial français. C'est le centre spatial guyanais. Alors, nous avons donc une bulle. Et il faut accepter de voir l'économie de la Guyane comme une bulle. Parce qu'à ce moment-là, on peut savoir ce qu'on va faire. Est-ce que l'on va lancer le développement de la bulle ou lancer le développement de la Guyane? Est-ce qu'on va faire le développement du 973 ou le développement de la Guyane? Le 973, ce sont de grands ensembles, pas de bout. Vous prenez 10 000 talents, 10 000 jeunes, qu'ils soient enfants d'immigration ou pas, peu importe. C'est 10 000 enfants, 10 000 cerveaux, 10 000 créateurs potentiels. Vous les désorientez à l'école. Les enfants de Guyane, d'où qu'ils viennent, sont tous unis pour apprendre des savoirs, des techniques, des savoir-être qui ne leur permettent pas de comprendre le territoire oublié. Les enfants de Guyane sont majoritairement bilingues et trilingues. L'école qui les éduque ne l'est pas. Les enfants de Guyane sont capables de manger dans différents plans et donc potentiellement de produire de l'innovation. Et bien leur destin, c'est d'être désorientés, 10 000 désorientés, à qui, comme finalement on ne sait pas quoi en faire, on va les mettre dans 10 000 logements sociaux. Et comme on vous met dans 10 000 logements sociaux, qu'est-ce que ça peut générer d'autre que de la frustration? Eh bien, vous en faites 10 000 délinquants et la solution que vous trouvez, c'est de leur proposer 10 000 prisons, 10 000 cellules carcérales. Ça, c'est le développement de la bulle. La logique de vouloir de parler de développement économique en ne prenant pas en compte de quel développement on parle, de quelle économie on parle, fausse tout ce qui sera décidé, tout ce qui sera fait. Il n'y a pas de problème. Nous avons construit, nous, la RN2 a été construite entre Saint-Georges et Cannes. Est-ce que ça a désenclavé Saint-Georges? La population de Saint-Georges a diminué en termes relatifs face à celle de la coquille.
la décision à prendre pour tout entrepreneur, pour tout militant, pour tout acteur du territoire Guyane, c'est de savoir est-ce que je travaille pour une bulle, plutôt tout tard avec la vie, ou est-ce que je travaille pour la réalité. Nous étions dans cette première phase, sur tous les éléments un peu de pensée, à quoi on pense et comment on pense, etc. Alors, l'une des difficultés qu'on a souvent, c'est qu'on nous parle développement économique grâce à ce qui manque à la Guyane. Ce qui nous manque, bien sûr, c'est l'éducation, il faut dire que nous. On a besoin de notre jeunesse. Il nous faut une industrie. Il faut produire. Mais avant de produire les objets, il faut se produire soi-même. Il faut se produire en tant qu'être. Nous avons en Guyane la particularité, nous avons exposé tout à l'heure, d'avoir la diversité culturelle et la diversité biologique. Alors tout le monde est content. Mais je rappelle quand même qu'on n'a rien d'exceptionnel à ce titre par rapport au Galapagos, au Brésil. Dans cette salle, il y a de la diversité. Pas avec nous, mais par terre. C'est la diversité des microbes, par exemple. Vous êtes dans une décharge, vous avez une diversité des déchets. Ce qui compte, ce n'est pas le fait de la diversité. Je peux en parler, c'était l'objet de la recherche universitaire. Diversité et mondialisation. Ce qui compte, ce n'est pas que les choses soient diverses. C'est qu'elles soient pleines de vie, de vitalité. Ce qui fait la force d'une nation, d'un pays ou d'un peuple, c'est sa vitalité culturelle. Parce que, en réalité, même en étant nous-mêmes dans notre propre culture, mais vous avez différents clans, différentes familles, différentes régions. Si vous allez dans l'ensemble de la zone d'Asie du Sud, vous avez pratiquement les mêmes cultures, très proches. Mais entre les cultures viet, laotiennes, il y a des distinctions. Il y a une distinction qui est apparue par exemple avec les Miao. Les Miao qui sont, parmi lesquels on a les mondes. La distinction entre certaines communautés s'est faite par rapport à un besoin qui s'est exprimé par les individus d'être libres. Et ça va nous faire arriver au Nord Maroc. Dans ces régions d'Asie du Sud, des populations ont décidé d'aller dans les montagnes. Parce qu'elles avaient deux problèmes. Un, l'État chinois et la structure d'État obligeait les paysans à cesser des activités agricoles qu'ils avaient depuis des générations, depuis des millénaires, pour adopter 2 ou 3 activités, notamment les activités rizicoles. Parce qu'à ce moment-là, les superstructures d'État se sont dit il ne faut pas que les gens continuent à cultiver du manioc, de l'igname, tous ces tubercules. Quand vous posez ces racines dans le sol, l'entretien est minimal, là, le rendement est important, et ça garantit une forme de cohésion sociale toute naturelle, parce que c'est très en phase avec l'environnement. La riziculture prend beaucoup plus de temps, demande beaucoup plus d'attention, de mobilisation physique. Et c'est un des meilleurs moyens pour lever l'impôt, contrôler les populations, etc. Ce phénomène de choix en termes d'habitat, ce que je mange, ce que je cuisine, etc., qui est lié au désir d'être indépendant, de rester libre, de rester créatif, de ne pas se laisser dicter la manière dont on est, dont je suis, fait l'objet d'une science, qui est une science enseignée à Cambridge, aux États-Unis, etc., qui est à la frontière entre le politique
l'agriculture et l'économie, qui vise à comprendre est-ce que derrière tout ce qui apparaît comme des choix naturels, il n'y a pas en réalité des choix imposés. Le manioc, quelqu'un parlait du couac tout à l'heure. On n'achète pas de fusée, mais on peut acheter du couac. Quand j'achète du couac, je n'achète pas seulement du manioc qui a été traité, j'achète aussi une connaissance qui a été transmise de génération en génération. Il n'y a pas de champ de blé en Guyane. Il y a des champs de blé ou pas? Non. Certainement l'INRA. Non, il y a des blonds vieux bleus, mais il n'y a pas de blé. Il y a des champs de blé. Sauf l'INRA. Le pain que l'on mange, la baguette, n'est pas produite avec du blé de Guyane. A priori, je crois que c'est plutôt le moulin qui se trouve en Martinique. Hein, ça. Donc, vous avez une concurrence entre le manioc et le blé, entre le couac, la cassave et la baguette. Cette concurrence n'est pas liée, n'a pas de raison économique. Elle a avant tout une origine culturelle. Nos choix économiques sont aussi dictés par des choix sociaux. Si on nous apprend matin, midi, soir que la forêt, c'est dangereux, que pour se soigner, je dois faire confiance à la blouse blanche, que mon grand-père était un ringard avec ses remèdes, son diabana, qu'on arrête avec ça. C'est pas ça le progrès. Et pourtant, récemment, j'ai découvert un blog qui s'appelle Doliprane. L'industrie pharmaceutique se construit grâce aux ethnopharmacologues. Il y en a beaucoup en Guyane. Ils viennent, bonjour, ils guident la population. Ah, comment vous faisiez ça? Cette feuille-là, on peut dire, d'accord, etc. Et ça permet de trouver les principes actifs. Parce que une vertu, un remède, un avantage, c'est pas juste la quantité, c'est pas un objet, c'est l'histoire. C'est de la transmission, c'est de l'éducation, c'est de l'être, du savoir-être. Et donc, du coup, ça nous amène à la deuxième séquence qui nous permet d'aborder le développement économique de la Guyane, d'un paradis comme la Guyane. C'est la question de savoir si je ne sais pas ce que mon être est, si je ne sais pas ce que ma vie produit en termes de relations, eh bien comment puis-je produire des objets qui me ressemblent, qui apportent quelque chose de particulier, de singulier, de plus, d'enrichissant à l'humanité? Il faut se le dire, notre difficulté est que cette bulle, on ne serait pas là ce soir si la bulle allait bien. Le problème, c'est que la bulle ne va pas très bien. Alors, au début, nous avions le rêve de Bulle. Alors, donc vous avez une bulle, une économie, et pour refaire référence au titre, au détour du global, l'accès au local. Il faut qu'on arrête d'essayer de rentrer dans l'histoire. Sarkozy l'a dit aux Africains, ils ne sont pas assez entrés dans l'histoire. Mais c'est normal, beaucoup d'Africains ne veulent pas rentrer dans l'histoire occidentale. La France est coincée dans l'histoire. Parce que, comme le disait ma prof, je fais le chinois, et j'avais une prof en calligraphie, qui me disait toujours, elle nous enseignait la calligraphie, comment écrire avec les caractères, et puis un étudiant lui dit, Madame Wang, moi je pense que c'est plus facile quand même de faire ce tracé de gauche à droite. Alors Madame Wang se retourne, elle est toute petite, Madame Wang, 52, 53, se retourne, elle cherche dans la salle, une panoramique, tous les étudiants, peut-être 200 à peu près. Elle dit, qui a parlé, elle lève la main, elle lui demande, mais qui êtes-vous?
Ah, il donne son prénom, etc. Non, 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 non. Qui êtes-vous pour contester 20 millions d'histoires? C'est le problème qu'on a aujourd'hui, hein. Parce que nous avons affaire à une posture et une posture. Alors nous avons une posture connue, c'est la posture en Guyane, en tant qu'ancienne colonie devenue département, donc rentrée sous un nouveau schéma d'assimilation. Et bien nous avons une posture créole. Une posture créole qui est en matière de projet social. La France a demandé à ceux qui sont autorisés à rester français de devenir des éléments d'une communauté. Le problème, c'est qu'entre-temps, la France aussi a des difficultés. Et les Français se rendent compte d'une réalité comme vous, comme nous tous, c'est que nous sommes tous débiteurs. Notre drame à l'actuel, c'est que nous sommes débiteurs d'un débiteur. Nous sommes un sous-débiteur. J'ai vécu 2 ans et demi en Islande. J'étais attaché économique de l'ambassade de France et directeur de la Chambre de commerce franco-islandaise. Entre 2008 et 2009, 2007-2009. Donc pile pendant la crise financière et la faillite de l'Islande. L'Islande était le pays le plus riche du monde par habitant. Lorsque vous sortiez de l'université islandaise, votre salaire minimum était de 3 800 €. Le salaire moyen par habitant est de 4 300 €. Lorsque vous demandez un téléphone, pour appeler dans une cabine, on vous dit ça n'existe pas les cabines, on ne sait pas ce que c'est. C'était le pays où le steak haché coûtait 42 € un paquet de steak haché, la baguette 5 €. Le pays le plus cher du monde. Il a fait faillite. Seul pays riche du système de l'OCDE à faire faillite. Tout le monde pensait que c'était fini. L'Islande avait une particularité qui m'a amené dans ce pays. Il a 300 000 habitants pour 100 000 km². Ce sont des ratios identiques à ceux de la Guyane. Avec en plus le même problème d'enclavement et le même problème de territoire intéressant à exploiter, mais difficile d'accès, etc. Les Islandais ont réussi grâce à 2 choses, la matière grise et le partage de cette matière grise. Lorsque leur pays a fait faillite, ils ont dit nous ne pouvons pas rembourser la dette contractée auprès des banques. Parce que lorsque nous avons emprunté cet argent aux banques, nous avons construit Decode Genetics. Decode Genetics, c'est une entreprise islandaise. Si vous allez chez eux, ils vous donnent un bâtonnet,